Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je m'appelle Charlotte Julie, j'ai 35 ans. J'ai, dans mon parcours de vie, été confrontée au TCA. J'ai très vite commencé le sport aussi en compétition à l'âge de 5 ans et demi. J'avais trop de choses en fait qui étaient chamboulées dans ma vie à ce moment-là. Je trouvais plus de repères et j'ai eu besoin en fait de me sécuriser en reprenant le contrôle sur quelque chose. Et tout s'est focalisé sur l'alimentation. Je me souviens avoir eu cette prise de conscience à un moment donné, de m'être dit mais là en fait t'es en train de mourir. Je voulais plus exister physiquement. J'en voulais à ce corps. J'ai la chance, je pense, d'avoir un médecin qui a pris le temps de reconstituer un petit peu les morceaux du puzzle. Il n'y a pas de miroir dans une salle de CrossFit. Et c'est là que tu dis, mais en fait, ce corps, il est fabuleux. Il me permet de faire des trucs géniaux, quoi. C'est peut-être quand même un pote. Donc, essayez d'en prendre soin. Acceptez-le, laissez-le vivre, prenez-en soin, parce qu'il rend x10. C'est le premier allié qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je vous le dis, je sais que je vais guérir. Bienvenue dans l'épisode 84 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Dans cet épisode, je reçois Charlotte Julie. Fidèle auditrice du podcast, Charlotte Julie a souhaité à son tour apporter sa pierre à cet édifice en venant partager son parcours avec les troubles des conduites alimentaires. À 35 ans aujourd'hui, Charlotte Julie est une jeune maman qui poursuit son combat avec les troubles alimentaires. Elle a commencé à faire du sport en compétition très jeune, à 5 ans et demi, avec une éducation à l'effort, à la persévérance et au perfectionnisme qui l'habite encore aujourd'hui. Suite à différentes épreuves de vie à ses 17 ans, Charlotte Julie a trouvé dans l'anorexie un moyen au départ de reprendre le contrôle sur une vie où tout lui échappait. Jusqu'au moment où c'est la situation qui lui a totalement échappé. Des suivis pluridisciplinaires, des hospitalisations, des rechutes et surtout l'amour pour sa jument puis le CrossFit ont permis à Charlotte Julie de voir aujourd'hui son corps comme un véhicule dont elle prend soin. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Charlotte Julie. Bonjour Anne. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans ce nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir. Je te remercie beaucoup de venir nous apporter ton témoignage. Tiens, je sais plus trop si c'était toi qui m'avais contacté ou moi, peu importe, on va dire. Mais il me semble que c'était vraiment un désir de transmettre qui était présent quand on s'était parlé au départ, c'est ça ? Tout à fait. Alors, je suis ravie d'être là aussi aujourd'hui avec toi pour effectivement partager mon expérience et pouvoir la transmettre à toutes les personnes qui pourront écouter ce podcast parce que j'ai des choses positives à dire. C'est chouette ça. Voilà. C'est chouette. Alors Charlotte Julie, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Charlotte Julie, j'ai 35 ans. Je travaille dans la finance. Je suis maman de 2 petites filles qui ont 6 ans et 3 ans. Je suis passionnée par les animaux, passionnée de sport aussi. Oui. Et j'ai, dans mon parcours de vie, été confrontée au TCA. Donc je dis été confrontée, même si c'est un combat qui est long et pour lequel aujourd'hui j'ai pas encore terminé. Oui. Mais voilà, ça fait partie de mon histoire de vie. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée sur ta page Instagram au départ. Oui. Et que je suis assidûment tes podcasts et l'ensemble de tes contenus. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup pour ta confiance et pour tes écoutes du podcast. C'est vrai que je le dis tout le temps, mais c'est vraiment réel. Tous les retours que je reçois, que nous recevons, puisque c'est vraiment une histoire presque familiale, enfin en tout cas un travail d'équipe, ce podcast, La pleine conscience du pouvoir, et recevoir des retours, savoir que ça peut vous aider, vous soutenir. Et puis, je suis encore
toujours presque étonnée des personnes qui écoutent, en fait. Je me dis, voilà, on lance un truc un peu dans le désert, tu vois. Enfin, puis on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, il y a des gens qui écoutent, quoi. Donc, c'est toujours surprenant. Un pavé dans la mare, mais qui a ricoché. C'est ça. Voilà, exactement. Donc, ricochons ensemble aujourd'hui, Charlotte Julie. Et alors, avant qu'on commence à enregistrer, je te demandais si ce fameux ordre chronologique pouvait te convenir pour nous raconter ton parcours. Et tu m'as dit que oui. Alors, allons-y. Par où, à quel âge, à quel moment tu as envie qu'on commence ? Alors moi, je peux parler déjà de mon enfance, qui a été une enfance heureuse, où j'ai commencé à pratiquer le sport très jeune. J'avais un fort esprit de compétition, donc j'ai très vite commencé le sport aussi en compétition à l'âge de 5 ans et demi. Ah oui, effectivement. Effectivement. J'ai une éducation qui est quand même... je vais pas dire perfectionniste, mais qui est quand même tournée vers la réussite, avec un vrai message du sens du sacrifice, sens du travail, sens de l'investissement. Voilà. Donc, ce sont des choses qui ont marqué ma vie, mon enfance beaucoup, et qui sont aujourd'hui encore des traits de fonctionnement chez moi. Je vais peut-être pas dire des traits de caractère, je sais pas si ce serait le bon terme, mais en tout cas, ce perfectionnisme et ce sens de l'effort et de la satisfaction par le travail, ça reste très présent chez moi. Oui. Si on parle rapidement l'alimentation petite, déjà je la boudais. Ah oui. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais pas gourmande, j'aimais pas forcément manger. Oui. Alors moi j'en ai pas trop souvenir, mais c'est en tout cas le récit de vie qu'on peut m'en faire. Moi je me souviens de pas avoir d'appétence particulière pour certaines choses, mais je me souviens également que l'image corporelle était quand même très importante pour mon entourage et que j'avais dès très jeune beaucoup de contraintes liées à l'alimentation, alors que je me suis imposée probablement moi-même, mais notamment dans ce désir de recherche d'approbation et de perfectionnisme, en me disant il faut bien manger, il faut bien faire les choses. Voilà. Oui, et est-ce que c'était en lien aussi avec le sport que tu pratiquais ou ça n'avait rien à voir ? Dans un souci de performance aussi, assez rapidement, mais là plutôt aux alentours de la préadolescence et de l'adolescence, où effectivement, au niveau du sport, les entraîneurs, les coachs pouvaient nous encourager à avoir une alimentation la plus saine possible dans une visée de performance. Et ça a pu effectivement beaucoup aussi jouer sur moi. Et en plus, on était à ce moment-là dans les années 90 avec, je pense, beaucoup moins de connaissances aussi et beaucoup moins de démocratisation en fait de toute l'information nutritionnelle qu'on peut avoir aujourd'hui. Et où on avait beaucoup de postulats, beaucoup aussi de considérations de privation, d'aliments interdits, d'aliments tabous. Encore plus qu'aujourd'hui, c'est ça que tu veux dire ? Oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a démocratisé le fait de comprendre que aucun aliment ne devait être diabolisé et que l'information, en fait, est beaucoup plus accessible aujourd'hui. Donc, les gens, je pense, sont mieux documentés en termes de nutrition. Mais à l'époque... on entendait beaucoup que certains aliments devaient être complètement bannis de l'alimentation, tout ce qui était sucré ou gras, par exemple. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on en a besoin et que un plan alimentaire, c'est pas fait pour être uniquement restriction. C'est pas fait du tout pour être restriction, d'ailleurs. Oui, ça devrait, oui. Donc, à l'époque, effectivement, moi, on me disait il faut pas manger avant l'entraînement. Il y a une fenêtre métabolique d'une demi-heure après un entraînement où à ce moment-là, il faut manger des sucres lents. Donc voilà, moi je mangeais pas le matin, je mangeais pas le midi quand j'avais des gros entraînements le soir. J'attendais la fin de l'entraînement en me disant là j'ai une demi-heure pour manger 200 grammes de pâtes. D'accord. Ah oui, c'était quand même hyper cadré, quoi. Enfin, très très restrictif, effectivement. Mais aussi par ma volonté à moi de me l'imposer. De bien faire. Mais oui, ces recommandations-là venaient s'accumuler, je ne sais pas si ça te convient comme terme, mais avec ce besoin de bien faire. Donc tu prenais tout au pied de la lettre, en fait. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que ça a été mon adolescence. Ensuite, suite à mon passage du baccalauréat, je suis partie faire mes études en Belgique, des études d'ingénieur. Donc à ce moment-là, j'ai eu un logement là-bas. J'ai continué mon fonctionnement, je continuais le sport. Suite à une blessure en fait que j'ai eue lors de mon année de terminale, j'ai eu 6 mois d'arrêt du sport complet qui ont été très très difficiles à vivre pour moi. J'imagine, oui. Depuis tes 5 ans et demi, en fait, tu n'avais jamais fait de pause. Jamais arrêté. Ou en tout cas, pas une pause à ce point-là.
Donc ça m'a beaucoup chamboulée. Et ensuite, le changement de vie, partir faire mes études à l'étranger, vivre un bizutage qui m'a très fortement marquée, négativement, malheureusement. Oui, j'imagine, oui. En fait, simplement, en le résumant en quelques mots, c'est quand on a passé sa vie à essayer de faire exactement ce que les gens attendent de nous pour avoir de l'approbation et qu'en fait, on se rend compte que pendant un mois, quoi qu'on fasse en respectant scrupuleusement les règles, de toute façon, on se fait hurler dessus. C'est extrêmement violent. Ah oui, c'est-à-dire que c'était un bizutage qui durait un mois, en fait. Oui, c'était long, oui. Wow. Et suite à ce bizutage, j'ai rencontré mon compagnon de l'époque. Ça a été une relation qui a été extrêmement destructrice pour moi. Et en fait, le refuge que j'ai trouvé à un moment où cette relation s'est vraiment dégradée et où j'étais au plus mal, ça a été sans prise de conscience réelle à ce moment-là, mais de vouloir reprendre le contrôle sur ma vie quelque part. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de manger. Voilà. J'avais trop de choses en fait qui étaient chamboulées dans ma vie à ce moment-là. Je trouvais plus de repères et j'ai eu besoin en fait de me sécuriser en reprenant le contrôle sur quelque chose. Je me souviens bien fermement un matin avoir eu l'impression en fait que plus rien n'avait de sens, que plus rien n'existait autour de moi et moi-même de plus vraiment être moi-même dans mon corps en fait. Je me suis vue à ce moment-là un peu spectatrice de moi. À partir de ce moment-là en fait, j'avais plus de goût de manger, enfin plus de goût de faire quoi que ce soit. Oui. Et après en fait, ça a été un moyen d'expression. Un moyen d'expression de me dire en fait, j'ai besoin aussi que les gens voient que ça ne va pas. Et tout s'est focalisé sur l'alimentation. Et oui. Oui, je vois que vraiment, avec le recul, aujourd'hui, tu analyses très précisément, en fait, les différents facteurs qui ont à la fois... Tu as un très bon médecin. Ouais, mais n'empêche, quoi. Enfin, voilà, je suis avec, finalement, peut-être un diagnostic de dépression qui aurait pu être posé, ou en tout cas un état dépressif et ô combien logique, avec tout ce qui t'était tombé dessus, dans une courte période de temps, finalement, si j'ai bien compris, tout ce que tu as vécu d'hyper bouleversant, tant au niveau traumatique qu'au niveau des changements, ne serait-ce qu'un autre pays, une autre ville, qui s'éloignait de sa famille, alors que tu n'avais quoi 17 ans. Ah oui, en plus, oui, tu étais toute jeune, c'est ça, donc c'est énorme en fait ce qui s'est passé, et voilà, et tu décris aussi très bien l'absence, la perte de sens, la perte de goût en lien avec ces symptômes de dépression, et puis la chose que tu pouvais contrôler, quoi. Là où tu pouvais reprendre un petit peu du pouvoir, finalement, reprendre un petit peu les rênes, c'était l'alimentation. Et puis après, ça s'est transformé. On se rend compte à ce moment-là que c'est en fait la seule chose qui compte dans notre vie, l'alimentation. Alors au début, il y a une euphorie, je pense que tu connais bien le processus. Je me souviens bien de cette période où je me disais, mais ça je gère, quoi. Et c'était vraiment... agréable de me dire ça je le gère. Et en fait assez vite on est pris dans un engrenage et il y a une espèce de bascule qui se fait où on se dit mais en fait là je gère plus rien. C'est ça. Et je me souviens avoir eu cette prise de conscience à un moment donné, de m'être dit mais là en fait t'es en train de mourir. Et très vite après en fait je pense que c'est dur de se souvenir de la temporalité, mais je dirais que ça a duré quelques semaines, cet état d'esprit de me dire mais là en fait je perds pied, je panique, je sais plus quoi faire. C'est d'ailleurs à peu près le moment où mes parents s'en sont rendus compte, parce que le calendrier a été assez mal fait, mais moi j'ai commencé à arrêter de me nourrir au mois de mars. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais la tête dans le guidon pour mes examens, donc j'étais quand même studieuse. Donc, j'ai pas vu mes parents de fin mars à fin mai. Alors, je les ai évités, clairement, voilà, avec le prétexte que j'avais du travail. Et en fait, quand ma maman m'a vue début juin, mon père était parti en week-end avec des amis, chose qu'il fait, je pense, une fois tous les 15 ans. Et en fait, quand ma mère m'a vue, elle est tombée par terre, elle m'a pas reconnue. Et elle a dit, mais là, il y a vraiment un problème, tu vas rester ici. Le lundi, mon père est rentré, mon papa est médecin. Et il a tout de suite dit, là, on va aller prendre rendez-vous, on va aller à l'hôpital, voilà. Et en fait, à ce moment-là, je vais pas dire c'était trop tard, mais c'était déjà tard par rapport je dirais, à tout ce que j'avais ancré, et au fait qu'à ce moment-là, en fait, moi, j'étais même plus dans une capacité de me dire que j'avais perdu pied. À ce moment-là, moi, j'étais plus là. Et j'ai subi, en fait, pendant plusieurs mois, le process, la dégradation, on va dire. Et ce qui m'a beaucoup marqué,
avec le recul de toute cette période-là. Donc c'était la perte de goût de la vie en fait, Ouais. que j'ai vécu dans mes épisodes de rechute que j'ai eu après, et où en fait tout ce qui me construit, tout ce qui a du sens pour moi me désintéressait, et surtout je me le refusais. Et je Mmh. parlais du sport tout à l'heure. Oui. Typiquement, je sais que j'ai des amis proches qui ont souffert de TCA ou qui souffrent de TCA, qui ont des comportements d'hyperactivité. Mmh. Moi, je me suis interdite à ces moments-là de faire de l'activité physique pour Oui. plusieurs raisons. Déjà parce que ça me faisait du bien et que je ne voulais pas me faire du bien. Mmh. Ensuite, parce que je sentais physiquement que ça avait un impact très fort sur moi, parce que je faisais des malaises, je pouvais tomber. Et oui. Et en Mmh. fait, je préférais aller me coucher que de devoir prendre le risque de manger, en me disant: «Si je fais un Mmh. malaise, mes parents vont le voir Et et oui. vont me forcer à manger. Mmh. Donc je Mmh mh. préfère aller me coucher». Mmh. Voilà. Et aussi parce que j'avais peur de devenir musclée. Mmh. Parce qu'il y avait quelque chose autour de la silhouette, c'est ça? Aussi, oui. Mmh. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais envie d'effacer ce corps complètement. Mmh. Je Mmh. voulais plus exister physiquement. Oui. En fait, j'en voulais à ce corps. J'en voulais à ce corps. Je l'ai mis sur lui, sur le dos. Alors j'en ai pris conscience cette semaine de ça, donc Ah je peux oui. dire comme c'est tout frais. Oui. Mais j'ai cherché dans plusieurs situations de ma vie qui ont été traumatisantes un coupable. Et en fait, le Mmh. coupable, il a toujours fallu que ce soit moi Mmh et pas mh. l'autre, parce que c'était plus simple d'être en colère contre moi qu'être en colère contre quelqu'un d'autre. Oui. Si c'est des schémas éducatifs, voilà, qui est-on pour juger l'autre? Est-ce qu'on peut dire Mmh. de l'autre qu'il est méchant? Voilà. Mmh, Donc mmh, c'était plus mmh simple de mh. dire que c'était moi le problème. Et puis, parfois, quand on n'arrive pas vraiment à trouver le problème, on se dit: «Mais en fait, c'est ce corps Oui. défaillant qui s'est blessé, qui a mis fin à mes desiderata de performance sportive. Et oui. C'est ce corps qui fait défaut, en fait». C'est ça, c'est lui qui t'avait lâché. Et oui. Je lui en voulais, donc je voulais qu'il dégage Mmh, pour mmh. reprendre la vraiment, c'est ce que je ressentais. Oui, Et oui, du coup, oui. en fait, tout ce qui pouvait lui faire du bien, tout ce qui pouvait le faire exister, tout ce qui pouvait me faire ressentir son existence et sa présence Ouais. m'insupportait. Eh ben oui. Et du coup aussi le sport, parce qu'il y a un Surtout le ressenti sport. corporel qui était à la base agréable pour toi. Donc bien sûr. Je suis vraiment avec l'analyse que tu fais de tout ça qui se poursuit en fait. Tu disais voilà, cette semaine je me suis rendu compte de ça. Enfin c'est tout un cheminement, et je trouve important aussi de le rappeler là tout de suite, de faire cette petite parenthèse pour celles et ceux qui nous écoutent, que tout ça ne s'est pas fait en un jour en fait, que ça a Ah été non, non. tout un cheminement pour arriver à analyser tout ça, et que bien sûr quand tu étais dedans il n'y avait aucune conscience de tout ça, mais quel sacré recul tu as sur ce qui s'est passé. Je pense effectivement que les choses sont malgré tout bien faites, parce que parfois on prend pas conscience des choses au moment où elles arrivent, ou même quelques mois ou quelques années après, simplement parce qu'on n'en est pas encore capable, et ce pour plusieurs raisons. Soit qu'on n'a pas fait le travail en amont suffisant, ou alors qu'on n'est pas capable à ce moment-là de supporter la charge émotionnelle que Mmh. ça va déclencher chez nous. Mais Et, oui, tout à en fait, fait. tout ça, c'est OK, c'est Oui, bien effectivement un sûr. cheminement qui peut être long. Oui, oui, et avec plusieurs étapes. Tu Tout à sais, fait. je suis avec ce qu'on décrit. On va peut-être y venir d'ailleurs, mais parce que tu parlais de rechute tout à l'heure, et de différentes tranches, par exemple, de thérapie, ou avec différentes personnes, et qu'on a l'impression qu'on a déjà vu certaines choses, mais en fait, on vient recreuser encore, Ouais. parfois au même endroit, mais il y a des éléments de compréhension qui vont être différents, etc., etc. Donc, Ah oui, c'est très différent, et bon, moi, c'est anecdotique, mais en tout, j'ai vu 13 psychiatres mmh, sur mon suivi depuis le début mmh, de mon TCA. Alors certains qui m'ont suivi plus longtemps que d'autres, bien sûr, oui, mais entre les déménagements, donc les changements de pays, mes et déménagements, oui. la vie professionnelle, voilà, tout ça, ça a fait que j'ai changé plusieurs fois, et j'ai aussi beaucoup fui mes soins. Mmh, Hem Et il écoutera probablement pas ce podcast, mais peu importe. Je remercie vraiment mon médecin, celui qui me suit aujourd'hui depuis à peu près 3 ans, oui. parce qu'en fait, il a vu ce que les autres n'ont pas vu, Ah. et il m'a vraiment permis de prendre le temps de poser les choses. Oui, de pas être dans une forme de précipitation, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Mmh. De comprendre que il faut du temps,
que c'est pas facile. Alors je pense que j'espère que tous les médecins, tous les professionnels qui accompagnent les personnes dans leur chemin et dans leur combat contre les TCA ont beaucoup de bienveillance évidemment, mais le fait d'être capable de dire OK, en fait là pour l'instant elle me fait pas confiance, mais ça viendra si je mets les moyens pour qu'elle comprenne qu'elle peut le faire. Déjà c'est précieux. Et puis voilà, de comprendre que parfois il faut gratter en dessous des choses qui semblent extrêmement insignifiantes et sur lesquelles on passe très vite. C'est un travail qui est quand même particulièrement difficile, hein, je pense, à faire. Mais oui, j'ai la chance, je pense, d'avoir un médecin qui a pris le temps vraiment de reconstituer un petit peu les morceaux du puzzle que j'avais discrètement parsemés un peu partout, et qui s'est dit bah ok, enfin moi je me souviens de rendez-vous où alors je veux pas déformer ses propos, surtout parce que ce serait pas gentil pour lui, mais au début du suivi, il m'a dit plusieurs fois mais arrêtez de vous rendre odieuse comme ça pour que j'ai plus envie de vous suivre. En fait, ça marchera pas. Je ne voulais pas parler. Mais le suivi, il est long, il est difficile, il se fait en plusieurs étapes. Et après, je pense aussi que c'était intéressant pour moi de voir plusieurs personnes différentes. Donc, j'ai eu un suivi psychologique, psychiatrique. J'ai été suivie aussi par des nutritionnistes, par des coachs. Et puis, j'ai fait de l'EMDR. J'ai essayé l'hypnose, mais ça n'avait pas été concluant pour moi. De la psychomotricité, qui m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai qu'en fait, tout était complémentaire, tout m'a aidée. Et je pense aussi qu'en fait, c'est vraiment bien qu'il y ait autant d'accompagnements différents qui existent. Il y en a encore tellement d'autres. Simplement parce qu'on est tous extrêmement différents, que nos parcours sont très différents et qu'on y trouve tous quelque chose de positif. Mais complètement. Alors, si on en revient à la chronologie, enfin même si on fait des allers-retours, mais c'est parfait comme ça. Donc il y a eu cette première prise en charge où tu disais que tu étais spectatrice de ça. Et ça, tu devais avoir 17 ans, 18 Là, j'avais 18 ans. C'est ça. 18 ans, 19 ans. Donc une première prise en charge, donc le médecin traitant, un psychiatre, une psychologue, le nutritionniste. Ensuite, il y a eu une hospitalisation assez longue qui s'en est suivie avec changement d'équipe soignante à ce moment-là. Puis ensuite, une hospitalisation à domicile. Oui. Avec encore un changement d'équipe. Et oui. Là, ça a duré à peu près 3 ans à ce moment-là. Et puis ensuite, retour à la vie. Entre-temps, moi, j'avais continué mes études. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler. Oui, tu as pu maintenir finalement des études presque normales, entre guillemets. Enfin, ton cursus a pu se poursuivre avec les soins en parallèle. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre mon cursus et que ça se passe bien. Ensuite, il y a eu une rechute 2 ans plus tard. Oui. Alors, d'autres problèmes de santé en fait qui sont arrivés, que j'ai eu du mal à gérer. Des problèmes familiaux à ce moment-là. Et du coup, en fait, je vais pas dire les mauvaises habitudes, mais en tout cas les habitudes de l'époque, les outils que j'avais moi à ce moment-là entre les mains pour avoir l'impression de pouvoir reprendre le contrôle sur les choses, c'était encore fragile pour moi à ce moment-là. Donc c'était de me dire restriction alimentaire. Alors la chance que j'ai eue à ce moment-là aussi, c'est de le voir venir. C'est là que je me suis dit, en fait, on apprend. D'une fois à l'autre, on apprend. Mais oui, c'était plus la même chose, là. Non, je l'ai pas subi. Enfin, je l'ai pas subi. Bien sûr que je l'ai subi, mais je l'ai pas vu arriver sur moi comme une ombre noire, je dirais. Ok, viens, et moi, ok, je suis. Là, j'ai vu arriver quelque chose, je me suis dit, oh là, je sais très bien ce qui est en train de se tramer, ça va recommencer. Et je l'ai dit tel quel d'ailleurs à mon père. Je pense avoir des parents à qui je peux me confier, qui me soutiennent, qui sont présents pour moi. Et je me souviens lui avoir dit ça recommence. Donc on avait remis en place le protocole de soins de la première chute du coup. Donc j'avais été arrêtée un petit peu, mais également aussi pour les autres problèmes de santé que j'avais à ce moment-là. J'avais repris sur un mi-temps thérapeutique. Ça avait duré à ce moment-là moins d'1 an en incluant toute la partie suivie pour revenir sur un fonctionnement, je dirais, quotidien qui était plus serein. Oui. Okay. Je parle de fonctionnement parce qu'en soi, entre 2007 et aujourd'hui, très objectivement, j'ai jamais eu une alimentation qu'on peut appeler normale pour monsieur et madame tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, j'étais apaisée et sereine C'est ça. au quotidien. Ça me va bien, ça.
Oui, oui, oui. Je trouve que c'est important ce que tu dis parce que peut y avoir un comportement pas normal, entre guillemets, vu par l'extérieur, mais à partir du moment où pour toi il n'y avait pas de souffrance, où c'était pas lourd, où ça mettait pas ta santé en jeu, et quand je dis santé, hein, c'est les santé sociales, mentales et physiques, ben en fait c'est OK. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Je pense qu'on s'accroche beaucoup à une alimentation normée, à une alimentation socialement convenable. Et j'entends souvent les gens me dire, aujourd'hui notamment, Oui, oui. t'es loin d'être guéri, alors ce qui est déjà extrêmement dur à entendre, Oui, c'est c'est mais sympa. peu importe, je vais à ma vitesse, mais t'es loin d'être guéri, tu manges que des compléments alimentaires. Ok, Mmh, mais en fait, en ayant parlé beaucoup avec mon psychiatre, c'est d'où est-ce qu'on vient en fait? c'est D'où ça. est-ce qu'on vient et est-ce que c'est OK pour moi? Alors déjà, je mange pas que des compléments alimentaires, mais oui, effectivement, mes repas, à 80 du temps, c'est ça. Maintenant, Mmh, c'est équilibré, ça me convient, ça ne me frustre pas et ça me sécurise. Donc en fait, pour c'est l'instant, ça. j'ai besoin de ça pour que justement je sois apaisée, que tout aille bien. Donc Oui, dans mon cas, confronter le fait de se dire, «Va faire les courses, réfléchis à ce que tu vas acheter, à ce que tu vas faire, à ce que tu vas cuisiner, comment tu vas le cuisiner». En fait, ça me met une charge mentale mmh, énorme que je ne ouais sais pas encore gérer. On parle quand même entre 2007 et aujourd'hui, on parle quand même de plus de 16 ans, et oui. d'adaptation alimentaire, Mmh, plus, toute une période d'adolescence et de préadolescence avec énormément de sélection alimentaire, de mmh. tendances orthorexiques. Ça ne changera pas du jour au lendemain. Mais oui, c'est ça et ce que tu dis, c'est que c'est ce qui est possible aujourd'hui pour que tu te sentes, sans charge mentale, en fait. Un des chemins, vers l'apaisement, la sérénité avec les TCA, c'est de se dire: «Mais en fait, quoi que je mange, à partir du moment où c'est OK pour moi d'un point de vue, physique, psychique, social, comme tu disais, ça Mmh, regarde personne d'autre mmh. que moi». Et moi, en plus, si j'arrive à me dire: «Mais en fait, c'est OK et il y a pas de sujet», et ben, c'est là, en fait, que ça va marcher. Mais oui. Sinon, ça veut dire qu'on s'accroche encore à un perfectionnisme. Oui, mais oui, CF, hein, ce que tu disais, tout à l'heure, hein, pour commencer, bien sûr. Oui, oui, oui. Et le sport alors dans tout ça? Je disais toujours: «J'ai un sport, c'est l'escrime et j'ai une Mmh mh. passion, c'est l'équitation». Et Mmh. en fait, au-delà de l'équitation, c'est le cheval. Et en fait, j'étais, extrêmement, attachée, proche d'un cheval, extraordinaire, Mmh. qui était le cheval d'un très bon ami et collègue de mon papa. Oui. Et en fait, lors de ma première hospitalisation, il m'a dit: «Quand tu sortiras de l'hôpital, je te l'offrirai». Waouh! Ce Mmh. qu'il a fait. Mmh mh. Et donc cette jument, elle a fait un sacré parcours avec moi de vie, Oui. puisque bon, elle est décédée malheureusement l'année dernière, Ah. au mois d'octobre. Et elle m'a vraiment accrochée à la vie parce que, Ouais. un de mes objectifs, c'était d'avoir la force physique de pouvoir m'en occuper Mais au début, oui. puis ensuite monter dessus, mais en tout cas m'en Mmh. occuper, voilà. Et c'est vrai elle m'a vraiment accompagnée. Et l'équitation, ça a été, extrêmement salvateur pour moi. Quand la jument était malade, la famille tremblait. Mmh. Et Mmh. elle m'a énormément apporté. C'est aussi ce qui a fait que j'ai eu envie, il y a quelques années en fait, de me former en médiation animale, Mmh mh. et particulièrement en équithérapie, parce que, ce que m'a apporté mon cheval, c'était tellement énorme que je Mais voulais oui. que d'autres personnes puissent voir ce que c'est. Voilà. Et oui, oui. Oui et puis finalement tu as vécu, ce qu'apporte l'équithérapie Mmh. instinctivement, enfin je sais pas comment le dire, ça s'est fait en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que ça m'a apporté énormément. Et à ce moment-là, en fait, mon corps, j'en étais très dissociée, hein, j'en suis encore très dissociée, mais mon corps, c'était un outil de déplacement. Je dirais, c'était ce qui me permettait de pouvoir passer ces moments avec elle et de passer ces bons moments. Mmh. Mmh. Donc il fallait en prendre soin, Ouais, ou en tout cas, il fallait le nourrir et s'en occuper pour pouvoir avoir la finalité de passer ces moments-là. c'est ça. Voilà, donc ça a été, je dirais, le premier pas vers la reconstruction au niveau, corporel, Mmh mh. par le sport. Ensuite, j'ai repris l'escrime, quelque temps, juste avant ma première grossesse, en loisir, Mmh. mais avec, une crainte, c'était de pas être à la hauteur de mes Mmh. attentes. Mmh. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, mes attentes à ce moment-là et mon niveau d'exigence envers moi-même Mmh. étaient pas compatibles avec la reprise de l'escrime. À ce moment-là, je me sentais encore trop fragile, Mmh. donc je me suis dit: «Ne reprends pas l'escrime». Et je réfléchissais en fait à un sport. Bon, j'ai enchaîné du coup
mes deux grossesses, hein, mes deux maternités. Mhm. Et suite à la naissance de ma deuxième fille, là, il y a eu une rechute à nouveau. Donc, à nouveau, privation de sport. Mhm. Et en fait, c'est en sortant d'hospitalisation, il y a maintenant 2 ans à peu près, Oui. où j'avais pas mal entendu parler du CrossFit. En fait, mon fameux super médecin fait Oui. du CrossFit, voilà. Et il a écrit sa thèse sur le CrossFit. Mhm. Thèse que j'ai lue évidemment, parce qu'avant Mhm. d'aller voir Mhm. un médecin, moi je me documente sur lui, donc je lis sa thèse pour voir si ça me semble sérieux. Oui. Et en fait, ce qu'il disait m'a paru intéressant et j'ai un peu creusé. Alors, c'est anecdotique, mais quand je me suis renseignée sur le CrossFit et je me souviens avoir eu une discussion un jour avec lui au sujet du CrossFit, justement du sport, et où il m'avait dit: «Pourquoi ne pas essayer le CrossFit?» Et je lui avais répondu: «Mais jamais, enfin, vous avez rien compris de la personne que j'étais». Enfin, pour moi, à ce Oh. moment-là, dans mon imaginaire, le CrossFit, déjà, c'était, des hommes extrêmement musclés, Mhm. qui sautent à moitié nus sur des boîtes. Hem, Ah oui, je c'était je une voyais pas vision, je oui. voyais pas du tout ce que j'allais aller faire là-bas. Alors moi, j'ai du mal avec les hommes, j'ai du mal avec mon corps, clairement, c'est pas du tout. Eh non. Et en fait, je me suis dit: «Mais renseigne-toi», donc je me suis beaucoup renseignée et ça m'a semblé extrêmement complet. À l'époque, c'est vrai que physiquement, j'étais quand même, très démusclée et j'allais pas pouvoir, commencer un sport comme ça sans être correctement encadrée. Mhm. Donc je me suis dit: «Il faut quand même faire les choses bien». Mhm. Et j'ai pris rendez-vous du coup pour une séance d'essai de CrossFit en me disant: «À la base, le CrossFit, c'est une technique d'entraînement, qui Mhm. fait de vous un athlète». Alors pour moi, le mot est est plus que fort, mais Mhm. en tout cas, complet, qui bouge bien, qui a, des capacités, cardio-respiratoires, qui sont travaillées, qui a de l'endurance, qui a de l'explosivité, qui voilà, de la force. Mhm. Ça me semblait complet. Ouais. Bon, allons voir. Mhm. J'ai même envoyé un message au responsable de la salle en lui disant: «Est-ce que vous auriez un créneau pour moi, sachant que je ne suis archi pas douée?» Donc on voit Ah, mon haut sens de l'estime de moi oui. dès le premier jour. Et donc je suis arrivée là-bas et en fait, j'ai été extrêmement, rassurée déjà par la bienveillance de ce coach, Mhm. aussi par un environnement qui m'a semblé, sain. Heu, Mhm. il y a pas de miroir dans une salle de CrossFit. Mmh. C'est Heu, intéressant ça. Mmh. je trouve ça super. Moi, j'ai peur des miroirs. Je voulais pas pouvoir aller, dans une salle de sport où, à chaque demi centimètre, j'allais avoir un Oui. miroir en face de Mmh moi mh. et arriver dans une pièce où il y a pas de miroir, hem, déjà, c'est sécurisant, mais en plus, ça montre déjà l'état d'esprit là-bas. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'état d'esprit, c'est que, c'est pas l'image corporelle qui compte, c'est ce qu'on est capable de faire, Mmh. heu, avec son corps Mmh. qui compte. Ouais. Et c'est soi contre soi. C'est pas une notion d'image qu'on renvoie à l'autre. C'est, est-ce que moi demain, je peux avoir, amélioré ce que je faisais hier parce que j'ai travaillé pour? Mmh. Et si j'y arrive pas, mais il y a peut-être une bonne raison, c'est juste simplement qu'aujourd'hui j'ai pas la même Mmh. forme qu'hier et Oui. c'est OK. Et en fait, j'ai trouvé ça, rassurant, sécurisant. Mmh mh. Ensuite, bon, le CrossFit, c'est quand même un sport qui est extrêmement varié. On fait de la gymnastique, on fait de Mmh. l'haltérophilie, on peut faire des choses qui sont, cardio sur des machines. Et en fait, il y en a pour tout le monde. Si on est petit, avec beaucoup de force, si on est très grand et lancé, avec, Mmh. beaucoup de capacités gymniques, si on a 6 poumons et 3 cœurs, voilà, Mmh. on arrivera forcément à avoir un point fort. Oui, ça s'adapte, à tout le monde finalement. C'est vraiment le sport Mmh. de monsieur et Mmh. madame tout le monde. Ouais. Et je trouve que c'est très satisfaisant d'avoir des points forts et d'avoir des points faibles qu'on identifie et sur lesquels on peut travailler. Eh oui, c'est ça, et que c'est pas grave d'avoir des points faibles, hein. Tout à Je fait. repense à la perfectionniste que tu étais, que tu es peut-être encore, mais en tout cas, qui voudrait tout réussir, non, en fait, c'est pas possible, quoi. Alors ça m'a demandé aussi un petit travail au départ, avant de commencer, hein, donc Mmh. un petit travail dans l'identification du sport que j'allais faire. Ça a été, difficile pour moi de me dire: «Attends, tu as commencé l'escrime à 4 ans, Mmh. tu en as fait, des heures et des heures toutes les semaines pour maîtriser parfaitement ce que tu faisais, ou en tout cas essayer de le faire et là, du jour au lendemain, tu vas être archi débutante». Eh oui, en tout cas, c'est l'idée que tu en avais. Oui, Ouais. c'était l'idée que je me faisais et en Mmh. fait, au-delà d'une question d'humilité, mais qui je pense de toute façon est importante dans le sport et qui à mon sens est aussi importante dans la vie, mais après on fait avec ce Mmh. qu'on a comme trait de caractère. Oui. Je pense que c'est pas une question d'humilité, c'est une question de problématique d'estime de soi là, que je j'associe pas, tu vois, l'humilité et l'estime de Mmh. soi. Mmh.
Je pense que la difficulté de se dire, mais en fait, je vais être nulle. C'est un problème d'image, c'est un problème de sentiment qu'on va pouvoir avoir à gérer par rapport à soi-même et la vision qu'on a de soi. Et en fait, finalement, c'est génial de commencer quelque chose. Du coup, Mhm. maintenant, j'ai décidé de commencer plein de trucs. Mhm. Voilà. C'est génial de commencer et de découvrir. Et je me suis rappelé à quel point j'aimais apprendre. À quel point j'aimais Eh apprendre, oui. à quel point j'aimais euh, me consacrer en fait à développer quelque chose. Mhm. Développer une connaissance, développer une compétence, un savoir-faire, voilà. Et Oui. me dire, mais en fait, c'est ça qui est super épanouissant et c'est ça qui construit en fait Eh l'estime oui. qu'on a de soi-même. C'est se dire, mais en fait, d'où est-ce que je viens, quoi. Et de mesurer les progrès, hein. Je suis vraiment avec ça, hein. Et tu disais de soi à soi, en fait. Ok, qu'est-ce que j'arrive à faire aujourd'hui par rapport à hier? Qu'est-ce que je ferai demain? Et C'est ça. etc. etc. Mm. C'est se donner des objectifs et travailler pour les atteindre. Il n'y a pas de surprise, hein, ou alors il faudra me dire qui peut faire ça, mais pour moi, sans travail, il n'y a pas de réussite, entre guillemets. En tout cas, il n'y a pas de progression. Les choses se font pas toutes seules. Et Mm. ça me satisfait beaucoup. Et j'arrive à me dire, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Et c'est Mm. là que j'ai trouvé que le CrossFit m'avait apporté énormément, c'est de me dire, en fait, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas mon mental qui a fait ça. C'est l'association entre mon mental et mon corps. Mais Parce que oui, j'ai permis à mon corps d'exister que je peux faire ça. c'est ça. Parce que Mm. il y en a qui disent des fois c'est dans la tête. Alors, un petit peu aussi dans les bras et dans les jambes, hein, quand même. Oui, quand même. Et c'est là que tu dis, mais en fait, ce corps, il est fabuleux. Il me permet de faire des trucs, mais géniaux, quoi. Des Mais trucs que oui. j'aime, des trucs qui me font plaisir et des trucs qui me font du bien à la tête. Mm. Mm. Et c'est là que je me suis dit, bon, allez, c'est peut-être quand même un pote. Donc, je Mm. vais essayer d'en prendre soin. Mm. C'est pas, en fait, c'est passé par ce biais de cette reprise d'un sport différent que tu découvrais et qui t'a permis à la fois de reconnecter le corps, les sensations corporelles, mais aussi de travailler sur l'estime de toi, la possibilité que tu as d'apprendre, de progresser. Ouais, je suis vraiment sur tous ces niveaux-là. Tout à fait. Et chose que tu n'avais pas vécue parce que je l'entends parfois, tu l'as peut-être entendu dans d'autres témoignages, au travers des grossesses par exemple et des accouchements. Il n'y a pas eu, et bon, on n'aura pas le temps aujourd'hui d'en parler, hein, de la façon dont tu as vécu ces passages-là de ta vie, mais ça a vraiment été là, à ce moment-là, de la découverte de ce sport. Alors, oui, ça a vraiment été ça. Je me souviens l'avoir dit d'ailleurs à un médecin. Ma première grossesse avait beaucoup inquiété l'équipe soignante qui me suivait à l'époque. Mhm. Et en fait, je leur avais dit, mais en fait, pour une fois, mon corps sert à quelque chose. Ah. Mm. Et j'étais contente. J'ai adoré mes grossesses. J'ai Mm. vraiment passé 2 grossesses extraordinaires et 2 accouchements super. Et j'ai 2 petites filles, voilà, dont la maternité me comble au quotidien. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai laissé mon corps au service Mm. de mes enfants à C'est ce ça. moment-là. Je l'ai pas occupé en fait, ce corps. Oui, 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 oui. C'est ce perfectionnisme hein, quelque part, mais en Mm. gros, Mm. c'était mon corps sert à porter et à nourrir mon bébé. Mes enfants. Mm. Mais Je c'était pas pour comprends. moi. Ouais. Oui, oui, oui. Et du coup, il était utile, mais pas pour moi. C'est Et ça. d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait sombrer après la deuxième grossesse, c'est de savoir que ça serait probablement fini après. Parce qu'on a quand même Mm. un gros écart d'âge avec mon mari. Après ma deuxième, on avait dit ce sera fini. Et en Mhm. fait, à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais en fait, mon corps ne sert plus à Eh rien ben maintenant. oui. Mm. C'est ça. Donc après l'allaitement, bah, mon corps ne servait plus. Et du coup, je l'ai abandonné à nouveau. J'ai abandonné Mm. le navire. Ouais. Oui, Euh, oui. Oh. et Charlotte, oui. Julie, je suis en train de voir qu'on arrive bientôt au bout de notre temps et de l'enregistrement de cet épisode, même si nous pouvons prendre encore un peu, hein. Mais voilà, en tant que garante du temps qui passe, je me dois de nous dire à toutes les deux, bon, va bientôt falloir se quitter. Quel serait le message vraiment que tu veux surtout pas laisser de côté avant qu'on se quitte? Je pense que ce qui est important pour moi de donner comme message aujourd'hui, c'est oser faire des choses que vous refusiez parce que bah, vous pensiez que c'était pas pour vous ou que vous le méritiez pas. Osez faire les choses qui vous font plaisir. Osez expérimenter. Osez vous Mm. dire que vous allez vous mettre en difficulté, mais que vous allez pouvoir avoir des axes de progression parce que c'est là en fait qu'on peut se reconstruire. Osez faire confiance à votre corps aussi parce qu'en Mm. fait, il apporte tellement de se dire mais en fait, waouh, c'est mon corps qui me permet de faire tout ça. Je Mm. pense que c'est une sensation qui est alors très difficile au début, hein, parce que on le rejette tellement ce corps que quand on se rend compte à quel point il peut nous faire du bien et nous apporter des choses positives, c'est un peu difficile à vivre. Mais après, c'est tellement agréable et c'est ça la vie. Donc, osez faire alliance avec lui, osez croire en lui, laissez-lui sa place en fait.
Acceptez-le, laissez-le vivre, prenez-en soin, parce qu'il rend x10. Quand on voit ce qu'on a pu, en tout cas moi, ce que j'ai pu lui imposer, et aujourd'hui ce que lui il me rend, je me dis en fait, c'est une machine incroyable en fait ce corps. Donc c'est le premier allié qu'on peut avoir. J'entends quelle gratitude tu as développée pour lui. Oui, sur certains pans, oui, tout à fait. Ouais, mais oui. Je savoure. Je savoure ce que tu viens de partager avec nous. Alors, tu nous disais tout à l'heure que voilà, tu es encore en chemin, que tu en découvres tous les jours. Enfin, et qu'en même temps, j'entends, et tu le disais au début de notre entretien, beaucoup d'optimisme par rapport à la suite. Enfin, ou alors c'est moi qui l'ai déduit. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais qu'est-ce que tu en penses ? Tu l'as bien déduit. J'ai longtemps été résignée en me disant de toute façon, voilà, c'est ma vie, c'est comme ça, c'est un trait de caractère, c'est un fonctionnement, je ne changerai pas. Et presque en considérant que c'était pas un problème et que c'était juste ma façon d'être, un fonctionnement, peut-être une différence. Aujourd'hui, je pense qu'en fait, je disais ça parce que j'avais peur de pas être capable de guérir. Aujourd'hui, je le dis, je sais que je vais guérir. Donc, je suis optimiste. Oui, c'est vraiment intéressant aussi de voir ces étapes différentes, en fait, dans l'espoir ou le non-espoir, qu'un jour ça s'arrête. Alors, ça semble parfois interminablement long, mais je sais aujourd'hui, je suis convaincue que ça va aller. Je savoure là aussi. Je te remercie beaucoup, Charlotte Julie, pour le précieux temps que tu nous as consacré en venant sur la pleine conscience du pouvoir. Il y avait une autre question que j'avais avant qu'on ne se quitte. Est-ce que maintenant tu pratiques l'équithérapie ? C'est devenu ton métier ou... C'est une activité secondaire. Ok. Oui, je la pratique, tout à fait. Ben, ça veut dire qu'éventuellement, des personnes peuvent te contacter si elles souhaitent découvrir ce que tu fais. Peut-être, tiens, ça serait pourquoi pas un deuxième enregistrement du podcast sur ce thème. Mais, tout à fait. Avec plaisir aussi. Nous mettrons bien évidemment les moyens de te contacter dans la description de l'épisode, les moyens qui seront les plus simples pour toi et ceux que tu préfères. Je te remercie encore une fois énormément, Charlotte Julie, pour tout l'optimisme que tu nous partages avec ton témoignage. Je te dis à très bientôt, j'espère. Porte-toi bien, bonne poursuite de ce cheminement. À bientôt. Merci beaucoup Anne, à très bientôt et merci à tous. Nous voici à la fin de cet épisode 84. J'espère que le parcours de Charlotte Julie vous a inspiré. N'hésitez pas à la contacter via les liens que nous vous laissons dans la description de l'épisode. Et si à votre tour vous souhaitez venir contribuer en apportant votre témoignage, vous pouvez me contacter là aussi en suivant le lien dans la description. À très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.